Bonjour. Heureux de vous retrouver au nom de notre mouvement Rendre la France à la France pour cette 10e vidéo consacrée aux enjeux cruciaux de l'élection présidentielle. Ils s'y mettent tous. Mus par une pulsion renégate qui leur est profondément naturelle, et aussi peut-être par l'aveu implicite de leurs véritables inclinations politiques, ils annoncent discrètement ou à grand fracas, selon les tempéraments, un courageux ralliement à la présumée inéluctable victoire du président sortant. Portons d'abord notre regard vers la gauche au sens large, traditionnel, socialiste. Et dans la triste cohorte des ralliés, voici venir M. Chevènement, ou ce qu'il en reste, M. Rebsamen, totalement désintéressé, mais qui, je cite, ne peut laisser M. Macron seul avec la droite. On peut ne pas sourire. M. Valls, qui ne sait où aller, mais qui est prêt à s'y rendre, pourvu qu'on veuille bien l'y accueillir, si possible, avec prébande. Madame Touraine, qui votera, dit-elle, et là encore nous citons, en faveur de M. Macron pour que les idées de gauche soient davantage entendues. La plus ingénue, mais aussi la plus sincère sans doute. La gauche est en état de délabrement avancé, presque de mort cérébrale, comme le temps, aurait pu dire notre président, dont chacun sait à quel point il est visionnaire. Durablement privée de tout candidat crédible, porteur d'un programme structuré, la gauche, pour se donner l'illusion d'exister encore un peu, en est réduite à se trouver un champion par procuration, d'autant plus acceptable au cas présent que son véritable ancrage idéologique, comme nous l'avons exposé dans une vidéo précédente, se situe au centre-gauche et nulle part ailleurs. En toute cohérence, il aurait dû en revanche se produire, surtout avant le déclenchement de la tragédie ukrainienne, aucun ralliement, sauf peut-être purement anecdotique, façon M. Estrosi, venu de la droite républicaine, certes chahutée, mais toujours debout, puisque, à rebours de la gauche, elle présente une candidate sérieuse, compétente et de surcroît impeccablement légitimée par une primaire aisément remportée. Trop simple sans doute. Regardez ce carapaté, un peu gêné, un peu penaud, mais pas trop. Monsieur Woerth, pitoyable de veulerie, dans ses tentatives de justifier rationnellement son injustifiable lâchage. Monsieur Raffarin, pur chiracien, regagnant à petits pas furtifs son bercail naturel du centre-gauche. Monsieur Léotard, égaré dans un monde en plein bouleversement dont il ne maîtrise plus les codes. De pâles comparses tels Monsieur Muselier, ou Madame Vassal, ou Madame Alliot-Marie, dont les voltes et ambiguïtés chroniques créeraient malaise si leurs auteurs n'incarnaient une sidérale insignifiance. Tout ceci en attendant le parachèvement, l'acmé, le bouquet final, c'est-à-dire le ralliement faussement cornélien de M. Sarkozy, qui en matière d'infamie dans la désertion entendra bien, là comme ailleurs, ne céder à personne la première place. Et pendant la triste commission de ces misérables vilainies, le monde s'enflamme. Un autocrate se conduit follement, sans pour autant avoir perdu la raison. Notre président opportuniste se glisse habilement dans le double costume du chef des armées et du négociateur providentiel. La campagne présidentielle nationale est reléguée au rang d'occupation subalterne, d'autant plus que la conjonction des événements, tous favorables au président sortant, on ne lui fera d'ailleurs pas grief d'avoir de la chance, pourrait donner à penser que l'issue de l'élection est d'ores et déjà actée. Hypothèse confirmée et même copieusement confortée par tous les instituts de sondage dont on sait dans quelle estime il faut tenir leur talent prédictif. Non, la partie n'est pas jouée. N'oublions jamais qu'un tiers des électeurs n'arrêtent leur choix définitif que dans les 3 jours qui précèdent le premier tour. Les dés sont à peine lancés. Ils vont rouler 4 semaines encore, pendant lesquelles bien des événements, pour certains
totalement inattendus ne manqueront pas de se produire. À la différence de bien des observateurs, à commencer par notre président lui-même qui affiche trop complaisamment son pessimisme. Encore une manœuvre préélectorale, peut-être. Nous pensons que la crise ukrainienne peut trouver assez rapidement une issue provisoire en forme de cessez-le-feu durable, tant les intérêts des protagonistes, de tous les protagonistes, y compris la belliqueuse Russie, convergent en faveur d'une cessation de l'affrontement armé. M. Poutine, bien plus qu'un autocrate ou un dictateur, est un terroriste. Il n'y a aucune confiance, sur quelque sujet que ce soit, à lui accorder. Pour autant, l'Occident doit composer. L'OTAN, on ne peut que le comprendre, doit s'en tenir à sa vocation défensive au profit exclusif de ses membres, dont on le sait, l'Ukraine ne fait malheureusement pas partie. Quelque honte qu'on puisse en éprouver, il est exclu d'intervenir militairement au soutien de l'Ukraine. Pour sa part, M. Poutine ne voudra rien céder qui ressemble à un échec, même discret, même relatif de son coup de force. L'Occident, c'est-à-dire l'OTAN, l'ONU, l'Union européenne, restera fidèle à sa prudence atavique et ne prendra pas le risque d'une extension du conflit, comme l'a déjà déclaré bien plus tôt qu'il n'eût été judicieux, le titubant M. Biden. La conséquence en est le sacrifice inéluctable, mais jusqu'à quel point, de l'Ukraine dans sa configuration actuelle, qui mourra 2 fois, écrasée par les bombes de M. Poutine et noyée par les larmes compassionnelles de l'Occident impuissant. La seule vraie question, encore en débat, portera donc sur la nature, le poids, l'étendue des concessions imposées à l'Ukraine pour satisfaire le forcené bolchevique. Dans cette perspective de négociation future, le monde entier propose, sous formes diverses, sa médiation. Le Vatican, c'est assez inédit et c'est intéressant, la Turquie, Israël, la Chine, à sa façon aussi précautionneuse qu'ambiguë, et bien sûr l'Union européenne et son président du moment, surinvesti sur le sujet par conviction, ce dont on ne doutera pas, mais aussi par opportunisme électoral. M. Macron s'engage pour la paix avec une inlassable ténacité. Il multiplie rencontres et échanges avec M. Poutine. Très tiré, regard noir, mâchoire serrée, il encaisse sans broncher les rebuffades et les mauvaises manières de son ingérable interlocuteur. Sans aucun résultat tangible. N'est pas thaumaturge qui veut. Et qu'importe. Le fameux effet drapeau, valeur refuge de l'électeur français en panne de repères et de conviction, joue pleinement son rôle amplificateur de popularité. Et, paraît-il en tout cas, 6 à 8 points de plus dans les intentions de vote pour M. Macron. L'élection présidentielle est présumée bouclée. Ne nous y trompons pas, il s'agit d'une boursouflure sondagière qui se dégonflera au premier vent mauvais. Quel peut-il être? Un retour d'agressivité de la Covid? Peut-être. Un regain d'inflation structurelle supérieur aux attentes? Peut-être. Nous verrons. Et qu'en est-il de Mme Pécresse dans ce maelstrom d'incertitude? Elle fait front, avec vaillance, mais décidément mal conseillée. Il faudra bien un jour, pas trop lointain, s'interroger sur l'expertise réelle de M. Stefanini. Elle peine à trouver la signature comportementale qui capterait enfin l'attention et l'intérêt de l'électeur français. En témoigne le récent débat du 10 mars l'opposant à M. Zemmour, alors même que l'entière compétence était de son côté, et là doit être son registre naturel d'expression. Mme Pécresse semblait avoir pour piètre objectif prioritaire, un conseil reçu peut-être, de ne pas se faire croquer, telle une jeune fille en fleurs, par l'effrayant M. Zemmour, réputé débatteur hors pair, ce qu'il n'est d'ailleurs pas.
S'ensuivit un inaudible et insupportable charivari, où l'invective scolaire et la réplique indigente l'emportaient largement sur le traitement au fond de thèmes pourtant fort attendus par nos concitoyens. Habité par une anxiété croissante, dépourvue d'une stratégie claire et assumée, Madame Pécresse ne cesse d'emprunter fébrilement des voies qui se révèlent des impasses fermées par de hauts murs auxquels elle se heurte douloureusement. Il est grand temps, Madame Pécresse, de vous inspirer d'Henri Laborie, l'illustre théoricien des comportements. Vous avez jusqu'alors pratiqué une stratégie sans grand risque, mais sans aucune chance, fondée sur des arbitrages, des compositions, des synthèses, tant dans la gestion de vos concurrents internes que dans la définition, pas toujours très claire, de votre propre ligne politique. Inconsciemment, et cela ne met pas en cause votre courage qui est bien réel, vous avez comportementalement privilégié fuite et évitement. Trop fade, trop mièvre, trop défensif. C'est une stratégie perdante. Vous avez désormais parcouru toutes les allées de votre labyrinthe électoral. Plus aucune voie à explorer, plus aucun sentier vicinal dans lequel s'engager. Et le spectre de l'échec, avec son inimaginable cortège de blessures qui sournoisement vous guette. Il est temps de vous retourner, de faire face. Et avec une force décuplée, car nourrie de toutes les adversités, de prendre spectaculairement l'offensive. C'est la théorie de Laborie. Au-delà des pseudo-sondages, vous n'avez qu'un concurrent, et c'est M. Macron. Demandez solennellement, publiquement, exigez même, l'ordalie, c'est-à-dire le jugement, non pas de Dieu, qu'on laissera bien sûr en paix dans cette affaire, mais des Français. En regard de quel différend crucial, de quel litige essentiel qui vaille un mode procédural aussi inédit? Bien sûr, le bilan réel, nous disons bien réel et détaillé, du quinquennat de M. Macron. Nul ne peut en effet prétendre postuler un second mandat sans avoir préalablement pleinement rendu compte, y compris sous la forme contradictoire, de son bilan de premier mandat. M. Macron voudrait s'y soustraire. Quelle sera la lice, le théâtre d'accueil de cet affrontement capital pour le sort de l'élection? Un débat télévisé, en tête-à-tête, articulé en deux parties distinctes très simples. Premièrement, le bilan du quinquennat qui s'achève, assaut par vous-même, défense par l'intimé. Deuxièmement, le projet pour la France, vision des deux candidats et programme détaillé. Ce débat que le président sortant ne peut esquiver, sauf à considérablement fragiliser une position aujourd'hui trop facilement acquise. M. Macron, à grands coups d'une habileté persuasive qu'on ne lui contestera pas, a réussi, avec des complicités multiples, en particulier des médias, à installer dans l'esprit des Français l'idée générale selon laquelle son bilan était globalement bon, à quelques détails près. Alors qu'il est globalement calamiteux, à quelques exceptions près. Vous avez, Madame Pécresse, les armes personnelles, la compétence, le courage, l'ambition, le patriotisme, pour disputer et remporter l'ordalie devant le tribunal des Français. Il n'y a pas un Français qui pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président, a osé dire le fameux humoriste M. Darmanin. Ce n'est pas un simple travestissement de la réalité, c'est un mensonge absolu. Le bilan de la mandature Macron qui s'achève n'est pas simplement mitigé, il est calamiteux pour la France et les Français. Encore, Madame Pécresse, dans sa mission de rétablissement honnête de la vérité, a-t-elle le devoir, thème par thème, tous éléments chiffrés à l'appui, d'en apporter l'implacable démonstration. La défense de M. Macron, privée de ses habituelles esquives et artifices, ne pourra alors que s'effondrer. Chaque thème successivement traité
donnera lieu à une accablante réquisition. Voudriez-vous un bref rappel de ces thèmes? Premièrement, les baisses d'impôts. Elles sont réelles, mais toujours largement insuffisantes. Pression fiscale, prélèvements obligatoires, surtout par rapport à la moyenne des autres pays de l'Union européenne. Le PIB, plus encore le PIB par habitant, se situe 20 points au-dessus de la moyenne OCDE, ce qui témoigne de l'addiction non seulement persistante, mais encore amplifiée de la France à la dépense publique. Le taux d'emploi, le taux d'emploi, où certains progrès ont en effet été réalisés, c'est vrai. Les chômeurs de catégorie A, les apprentis, mais bien du chemin reste à faire par rapport à la moyenne européenne et surtout par rapport au plein emploi. La croissance, dont parle si souvent Monsieur le maire, affiche une progression faciale de 7% en 2021, qui n'est rien d'autre que le rattrapage mécanique partiel de l'effondrement de 2020. La dette publique, c'est la plus importante de l'Europe en expression relative, et elle ne cesse de se creuser. 600 milliards pour le seul mandat de M. Macron. Le déficit de la balance commerciale, chaque trimestre un peu plus dégradé, affaissement des exportations, ayant pour cause principale la désindustrialisation, pour atteindre aujourd'hui moins 87 milliards. Ce qui fait de notre pays, du fait notamment de cette gestion Macron, la lanterne rouge de la croissance mondiale. Vous avez bien entendu, la lanterne rouge de la croissance mondiale. Le pouvoir d'achat, enfin, dont le gouvernement voudrait faire croire aux Français qu'il est en hausse, ce qui est totalement faux. Quand bien même cela ne correspondrait-il pas à leur ressenti. C'est une offense au discernement de nos compatriotes et la manifestation d'une intolérable indifférence pour la souffrance au quotidien de nombre d'entre eux. Au total donc, un bilan économique d'une médiocrité insigne. Et qu'en est-il des sujets régaliens? La santé, d'abord, et ses effarantes lacunes, notamment révélées par la crise sanitaire, l'état des hôpitaux, la gestion des matériels, l'hypertrophie administrative, les salaires, les déserts médicaux, etc. L'école et le désarroi des maîtres et des professeurs, les quartiers difficiles, l'instabilité des programmes, les salaires, la mixité sociale, les écoles sous contrat, les écoles hors contrat, l'irruption du communautarisme, la lâcheté de l'autorité publique, l'effondrement des niveaux, la disparition de l'excellence. La police et ses effectifs insuffisants, chroniquement, et ses liaisons tumultueuses avec l'institution judiciaire, la justice justement, avec sa gestion des effectifs, et des magistrats qui encore sont trop souvent référentiels à la harangue de Baudot. La désindustrialisation, qui explique pour bonne part la faiblesse de notre balance commerciale et pour laquelle aucun plan significatif de réimpulsion n'a été engagé. Les réformes structurelles, et en particulier l'indispensable réforme des retraites, certes délicate et sensible, mais pour laquelle le gouvernement a fait jusqu'alors ce qu'il fait de mieux, céder ou renoncer. La bureaucratie administrative, invasive et paralysante, surabondance et empilement contre-productif des règles et de normes, pour laquelle aucun vrai travail de simplification n'a été entrepris. L'indépendance énergétique, qui exigeait la primauté préservée, sacralisée de la ressource nucléaire, ce que M. Macron n'a enfin compris qu'en extrême fin de mandat, sous la contrainte de l'évidence. La défense, dont le budget a longtemps été contraint aveuglément, d'où la démission du général de Villiers, au détriment de l'équipement et de la modernisation pourtant indispensable, on le voit bien aujourd'hui, de nos armées. Le leadership européen, qui malgré les postures de notre président, reste plus que jamais le privilège de l'Allemagne, explicitement reconnu par toutes les puissances internationales, pour 1000 raisons qu'on regrette de n'avoir pas le temps de développer ici. L'écologie, c'est-à-dire la vraie écologie, débarrassée de toute gangue idéologique, notamment de gauche, dont le gouvernement a fait un objectif phare du quinquennat,
sans succès, comme en témoigne l'invraisemblable condamnation pour inaction climatique, c'est-à-dire manquement aux engagements carbone, que vient de nous infliger le tribunal administratif de Paris. Les réformes institutionnelles qui mettent en lumière la désaffiliation, c'est-à-dire l'indifférence des citoyens à l'égard de nos institutions, de plus en plus grande, tout comme est grand le déséquilibre entre un exécutif omnipotent et un parlement résigné et soumis. Les réformes sociétales, bien peu d'initiatives, et notamment rien qui concerne l'importantissime question de la fin de vie, hormis celle, hélas, des fœtus de 14 semaines, qui ne s'imposaient vraiment pas. Enfin, les flux migratoires et l'insécurité sous toutes ses formes, qui sont des thématiques jumelles. Est-ce le moment de fermer la boucle ouverte le 1er juillet 2021, date de publication de notre première vidéo? Donnons un instant la parole à une jeune femme lucide et courageuse, Madame Abnous Shalmani. Que dit-elle? L'idéologie des islamistes est à l'extrême opposé des valeurs occidentales. Leur finalité affichée, assumée, assénée est la destruction totale de l'Occident et l'imposition de la charia. Sans doute, rétorquerait par exemple Madame Pécresse ou Madame Le Pen, et avec elle bien des Français de bonne foi et de bonne volonté. Mais il ne faut surtout pas confondre islam et islamisme. Vraiment. Écoutons maintenant M. Kamel Daoud, grand écrivain d'origine algérienne. Les islamismes, dit-il, ont compris qu'il n'était plus besoin d'attentats pour installer le califat en France. Il leur suffit d'attendre que grandissent les enfants des écoles. Qu'on veuille bien le comprendre, y compris vous-même, Mme Pécresse, entre fidèles musulmans, adeptes des préceptes du livre sacré, le Coran, et islamistes radicaux, il n'y a pas de fossé idéologique. Tout au plus, une différence de radicalité dans la conviction et d'engagement dans l'action militante. Nuance qui, au moindre appel communautariste, peut être balayée. Bien sûr qu'il faut apprécier et respecter nos compatriotes musulmans, irréprochablement assimilés, et ne causer nul tort, nul tourment à quiconque ne l'aurait pas mérité, bien sûr. Mais une extrême vigilance s'impose par rapport aux faits migratoires. Et la première des mesures à prendre est un moratoire sur toute migration extra-européenne, c'est-à-dire une immigration zéro, qui est possible, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, aux seules exceptions des vrais étudiants et des vrais demandeurs éligibles au droit d'asile, soit un maximum annuel de quelques milliers de personnes, ce qui nous renvoie à notre vidéo numéro 2. Voilà très succinctement quel est le bilan économique et régalien du mandat de M. Macron. Comme vous, Mme Pécresse, nous avons contemplé aussi objectivement que possible le bilan de M. Macron. Puis nous avons toqué contre ce bilan. Et seul le creux nous a répondu. M. Macron, parangon d'insincérité chronique, ne cesse de nous tromper, sauf quand il évoque l'Europe, peut-être. Il ne reconnaîtra pas ses fautes et ses errements. Le chef de l'État n'aime les mea culpa et la repentance que lorsqu'il les prononce au nom de la France et des Français, qui ne lui ont pourtant donné aucun mandat pour cela. S'agissant des torts et des erreurs bien réelles, ceux-là, dont il est l'auteur et le responsable exclusif, et à propos desquels nous aimerions entendre sa contrition, il reste d'une infinie discrétion. Entre inconséquence et provocation, M. Macron ose pourtant nous délivrer impudemment le message suivant. Confiez-moi un second mandat et je vous montrerai à nouveau de quoi je ne suis pas capable. Cet homme,
Ce président très présentable poursuit de mystérieux desseins qui ne sont pas les nôtres. Il n'a pas le droit moral d'entraîner la France dans ses rêves aventureux qui sont aussi des leurs. S'il s'exprime sur des sujets ardents comme le drame ukrainien avec une solennité qui ne manque pas d'allure, on évitera toutefois de confondre l'estimable gravité patriotique et la détestable pompe emphatique. M. Macron est un personnage en trompe-l'œil. Il incarne le triomphe des apparences. Un homme qui pareillement néglige ses racines au point de les renier n'est pas un homme moderne. C'est un homme perdu. Madame Pécresse, ne permettez pas que la France se perde avec lui. Ceci était notre 10e et dernière vidéo consacrée à l'état de notre pays, aux grands dangers qui l'assaillent et à une élection présidentielle qui, pour large part, décidera de notre avenir. Pas de notre avenir pendant 5 ans, de notre avenir. Merci de nous avoir amicalement suivis pendant 9 mois. Prenez inlassablement grand soin de la France. Au revoir.